Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier Accès Direct de la semaine. Je vous propose donc 45 minutes de belle rencontre. Accès Direct, c'est votre rendez-vous avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Au programme ce soir, nous vous parlerons de la lutte contre le cancer avec le relais pour la vie organisé dans la ville de la Motte-Servolex. Nous ferons la connaissance de Marc Dufournet, un photographe passionné. Et enfin, comme chaque vendredi, l'agenda du week-end avec Camille Copin que vous attendez tous. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Alors pour ce journal du 17 mai, pardon, je suis un peu en avance, 17 mai 2019, on va parler notamment, on ira prendre la direction du Bourget-du-Lac dans un premier temps. Oui, où s'entraînent des femmes atteintes de cancer qui se sont lancées un défi. Elles vont participer à la Vogalonga. C'est un rassemblement de bateaux à Venise et certaines d'entre elles vont même rejoindre Venise à vélo. Donc on verra le reportage d'Inès Guillemot. Et puis on reste dans le domaine maritime avec un portrait. Avec un aventurier, effectivement, lui il va aller sous l'eau avec son hydrocycle. C'est un aventurier passionné de la vie marine et Jean-Paul Crespi l'a rencontré sur les bords du lac Léman alors qu'il prépare sa nouvelle expédition. Merci beaucoup Victoria, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on démarre cette émission avec notre première rubrique dans l'actu, je vous en prie. Céline Chauffard, Anthony Perrin, bonsoir. 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 Alors Céline, vous êtes la directrice de la Ligue contre le cancer de Savoie et vous Anthony, chargée de mission environnement et développement durable à la ville de la Motte-Servolex. C'est bien ça? C'est ça. Alors vous êtes là sur ce plateau pour nous parler d'un événement très important qui va se dérouler les 25 et 26 mai à la Motte-Servolex, le relais pour la vie. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors c'est le relais pour la vie, le village. C'est une manifestation au profit de la lutte contre le cancer. Le principe, c'est que ce sont des équipes de coureurs-marcheurs qui vont se créer en amont de la manifestation et qui ont pour objectif après de se relayer autour d'un circuit pendant les 24 heures que dure la maladie, que dure l'événement, justement pour symboliser le cycle de la maladie. Quand on est malade 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il représente cet événement pour la ville de la Motte-Servolex? Alors ça représente un beau partenariat puisque l'année dernière, le comité départemental de la Ligue contre le cancer est venu trouver la ville de la Motte-Servolex pour co-organiser en fait ce premier relais pour la vie de Savoie avec le village du développement durable qui est une animation qui est un village artisanal associatif au profit de l'économie solidaire, de la biodiversité et des énergies renouvelables qu'on organise maintenant depuis 10 ans. Et depuis 2 ans, on a le plaisir de co-organiser, de le coordonner avec le relais pour la vie. Quelle est l'origine de cette opération qui fête donc cette année sa 2e édition? Le relais pour la vie, à la base, c'est une manifestation nationale que les comités départementaux de la Ligue contre le cancer peuvent organiser. L'année dernière, on s'est lancé pour la première fois en Savoie parce qu'on avait la volonté de faire une manifestation forte sur le département et en lien avec la municipalité de la Motte-Servolex qui est très investie dans le domaine de l'environnement. Et on sait que l'environnement est un facteur protecteur de santé. Donc les deux événements se retrouvent très bien et ne font plus qu'un désormais. Alors donc le relais pour la vie est organisé donc par la Ligue contre le cancer, donc que vous dirigez en Savoie. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association? Alors l'association, elle existe depuis plus de 60 ans. Elle a 4 missions principales. Financer la recherche en cancérologie, aider les personnes malades et leurs proches qui sont concernés par tout type de cancer, mener des actions de prévention, notamment auprès des enfants dans les classes, et puis également des actions de prévention contre le tabac, l'alcool, le soleil, etc. Et puis mener plus globalement des actions de plaidoyer pour améliorer notre système de santé et permettre aux personnes malades de vivre mieux dans notre société. Alors l'objectif c'est de collecter le plus d'argent possible. À quoi il va servir très précisément cet argent qui sera récolté? Alors cette année, l'objectif c'est de financer justement un projet de prévention. On a organisé au niveau de la Ligue nationale contre le cancer les premiers états généraux de la prévention des cancers en mois de novembre 2018. Et du coup, les résultats de cette année serviront à financer un très beau projet que l'on a de prévention auprès des enfants scolarisés sur le département de la Savoie et notamment les enfants de cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, avant leur entrée au collège, là où c'est un âge un peu critique en termes de comportement et notamment de prise de risque. Donc cet outil pédagogique, il aura vraiment vocation à être un outil de soutien pour les enseignants et pour permettre aux enfants de s'exprimer et surtout de trouver quelles clés activer pour dire oui ou non à certaines situations à risque. Anthony, quels peuvent être les liens entre l'environnement durable et la lutte contre le cancer comme ça? En fait, on sait que le cancer, il y a des causes factorielles du cancer sont les pollutions environnementales.
Et dans le cadre de sa politique, depuis maintenant plus de 10 ans, la ville de La Motte-Servolex essaie de donner à ses habitants un cadre de vie préservé par la préservation des trames vertes, de la biodiversité, par la limitation des phytosanitaires sur les espaces publics. Donc pour nous, c'était une évidence de pouvoir travailler avec la Ligue contre le cancer en même temps que ce village du développement durable. Et on a aussi une grosse action, une forte action sur les publics scolaires, c'est que toutes les semaines du développement durable, on rencontre les écoles avec le partenariat des directeurs d'école. Et cette année, on a prolongé le relais pour la vie dans les classes, puisqu'on a fait tout un travail de prévention avec plusieurs classes, deux écoles de La Motte-Servolex, qui proposeront des créations à l'occasion du village du développement durable et du relais. Ce week-end, pas loin de chez vous, dans les rues de Chambéry, se déroulera Odyssea, qui draine aussi chaque année beaucoup de participants qui œuvrent là aussi dans la lutte contre le cancer du sein très précisément. J'imagine que c'est ce type d'initiative qui va dans votre sens. Oui, c'est vrai que le cancer reste la première cause de mortalité en France. Donc les initiatives sont importantes pour lutter contre le cancer. Nous, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'on lutte contre tous les cancers. Voilà, que ce soit le sein, la prostate, voilà, tout type d'organes. On est là toute l'année pour aider toutes les personnes concernées en Savoie par un cancer. Allier le côté sportif et le côté caritatif, c'est ce qui, selon vous, fédère le plus? Oui, le côté environnement. Hein, c'est vraiment Sans une marque oublier l'environnement. environnement, nature, sport, parce que c'est un événement sportif aussi. Courir 24 heures ou marcher 24 heures non-stop, c'est assez intéressant, même dans le modèle d'animation. Et c'est une évidence, ouais. Il y aura des animations Oui. À côté, en parallèle de ces deux événements, donc le salon, le village de l'environnement durable et donc ce relais pour la vie. Pas mal d'animations tout au long des 2 journées. Il y a énormément d'animations. L'idée, c'est que le village, le relais, il faut que ça soit une sortie familiale. On s'adresse au plus grand nombre. Il y aura des concerts, des démonstrations sportives, des structures gonflables pour les enfants, des ateliers de découverte de l'environnement, une ferme aux animaux, un troc aux plantes. Voilà, plein de choses pour que ce relais soit très animé pendant les 24 heures. Où en est aujourd'hui, très précisément, la recherche contre le cancer? Alors, il y a eu de très gros progrès faits. Il y a un siècle, quand des personnes étaient concernées par un cancer, seulement 10% des personnes arrivaient à survivre. Aujourd'hui, on est environ, en moyenne, sur tous les cancers, à 60% de guérison. Donc il y a une réelle avancée. Donc il y a une réelle avancée. Voilà, la recherche doit continuer de progresser. Et nous, à la Ligue contre le cancer, on reste le premier financeur privé et associatif de la recherche en cancérologie. C'est une mission qui nous tient à cœur, comme les 3 autres missions dont je vous ai parlé précédemment. Un mot sur les 2 parrains? Oui. 2 fameux parrains cette année. Très beaux parrains qui se mobilisent beaucoup. Donc on est honoré d'avoir Marie Bauchet comme marraine, qui sera présente au relais le samedi de 14h à 17h30. Et Victor Muffat-Jandet, qui sera présent le dimanche de 12h à 16h. Voilà, ils sont vraiment mobilisés et actifs dans l'organisation de cette manifestation et on en est très contents et on les remercie. Anthony, on n'a pas donné le lieu de ce relais. Alors le relais aura lieu à la plaine sportive Raoul Villot, donc en entrée de ville de La Motte-Servolex. Stationnement, il y a des grands parkings, il y a toutes les lignes de bus et des accès cycles très faciles pour accéder à ce site, qui est la plaine sportive de La Motte-Servolex. Merci beaucoup. On rappelle donc les dates 25-26 mai prochain du côté de La Motte-Servolex. Et vous pouvez vous inscrire jusqu'au jour J. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant qu'équipe. Et si vous êtes seul, vous pouvez quand même participer au relais. Merci beaucoup. Merci. Bravo. À vous. À bientôt. Au revoir. Victoria, je vous invite à rejoindre la régie. Victoria de retour pour la revue de presse. Alors, on va prendre des nouvelles d'une expédition que tu avais accueillie sur ce même plateau ici à Accès Direct. Oui, je ne sais pas si tu te souviens, Seb, de l'expédition Polar Beer. C'était Fabrice et Sébastien Jounot qui étaient venus sur notre plateau, donc dans Accès Direct, quelques jours avant leur départ pour le Svalbard en Arctique. C'était en avril dernier. Et ils sont donc revenus le 5 mai. Comme prévu, ils ont croisé des ours polaires, 4 ours au total, dont un qu'ils ont croisé 3 fois dans la même journée. On a vu une trace d'ours. Ils nous ont envoyé, des photos de leur périple. Alors, ils sont revenus sans bobo, à part quelques cloques, quelques gélures, mais surtout beaucoup d'anecdotes. Ils ont eu des conditions un petit peu difficiles parce qu'ils ont eu beaucoup de vent, des températures assez basses, jusqu'à -20
moins 30 en ressenti. Leur panneau solaire a d'ailleurs grillé, donc dû à ces conditions très fraîches. Ils ont dû donc finir sans électricité leur expédition. Les personnes qui les suivaient n'avaient plus de nouvelles, puisqu'ils ont disparu d'un coup, hein, leur balise a disparu d'un coup de la carte, donc il y a eu un petit moment de panique, mais au final, tout s'est bien passé. Ils ont aussi visité comme prévu la réserve mondiale de graines. Et là, ils ont une petite inquiétude, enfin ils nous sensibilisent en tout cas, puisqu'ils l'ont trouvé en travaux. En fait, les équipes sont en train d'installer un moteur de réfrigération pour maintenir le froid, parce qu'en conséquence du réchauffement climatique, la réserve est menacée, la banquise fond, le sol de la réserve est trop chaud. Alors en fait, bon, techniquement, c'est plutôt le permafrost qui se réchauffe et qui crée de l'humidité qui nuit donc à la conservation des graines. Et ils ont dû aussi modifier leur parcours pour cause de manque de banquise. Comme Fabrice me le disait au téléphone, si eux ne peuvent pas passer en ski, les ours, eux aussi, sont bloqués. Forcément. Donc, et ne peuvent pas migrer. Donc voilà, ils se sont rendus compte en tout cas de ce réchauffement climatique sur place. Je pense qu'on aura d'autres nouvelles de ces prochains jours, donc on y reviendra peut-être dans le journal. Avec grand plaisir. Et puis Jurassic Park de retour dans les rues de Genève. Et oui, des ours, on passe aux dinosaures. Des dinosaures qui vont envahir l'ex-champ de course de Levrier à Genève, plus précisément à Versoix. Donc il n'y a plus de course de Levrier depuis 3 ans. C'est donc une impressionnante exposition qui va occuper les 26 000 mètres carrés du parc à partir du 24 mai prochain. Une exposition de dinosaures tout droit débarqués du Jurassique. Dino World, c'est l'idée de 2 cousins qui ont repris la Société Reptile du Monde, organisatrice d'événements. Et donc leur idée était, je cite, de monter un parc d'attractions itinérant autour des dinosaures. Donc ils parcourent la Suisse avec ces animaux depuis 2016. Le Tyrannosaure Rex, le Triceratops en passant par le stégosaure ou le brachiosaure. Je me suis lancée dans la prononciation. Bref, 60 dinosaures sont à découvrir. Seb, avec toi, on va partir skier. Oui, une fois n'est pas coutume, vu la date. La station d'Orcar a annoncé rouvrir exceptionnellement ses pistes ce week-end après de fortes chutes de neige. C'est du jamais vu pour cette station établie dans le domaine des Alpes autrichiennes entre 1300 et 1800 mètres d'altitude, située à environ 150 km à l'ouest de Vienne. C'est assez paradoxal puisque cette station avait été confrontée à des signes avant-coureurs de sécheresse au mois d'avril avec des précipitations au plus bas et des températures ayant dépassé les 25 degrés. Et pourtant, la région alpine connaît depuis 2 semaines un épisode hivernal inhabituel. Celui-ci s'est traduit par une chute de 70 à 130 cm de neige fraîche durant les 2 jours entre le 11 et le 13 mai dernier sur ce domaine de Orcar. Pour fêter l'occasion, la station a indiqué que l'accès à cette station serait totalement gratuit pour les remontées mécaniques. Une chose est certaine, en tout cas, je ne sais pas s'il faut vraiment se réjouir de cette ouverture aussi tardive. C'est pas forcément bon signe. Ça donne envie de rechausser, mais c'est pas forcément la période. Et puis un cinéma comme à la maison. Oui, alors dans la ville de Spreitenbach, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, au nord de la Suisse, le cinéma Pathé a ouvert dernièrement un grand complexe. Depuis le 9 mai dernier, Ferrare, il accueille ses visiteurs non plus dans des sièges, mais comme vous pouvez le voir sur ces images, dans des lits bien confortables, des grands lits, offrant des espaces VIP, une salle pour enfants ou encore des salles IMAX. La nouvelle structure promet de révolutionner la projection de films. Tarif pour une entrée VIP, donc VIP, c'est-à-dire le lit, le champagne, la boisson, il faut compter une 50aine d'euros. Pour les tickets normaux, une 20aine d'euros, donc ça reste quand même sacré tarif. En tout cas, le cinéma propose des pantoufles afin d'être parfaitement à l'aise. Et pour ceux qui douteraient de la propreté, sachez que tous les draps sont changés après chaque film. Et si on s'endort, est-ce qu'on vient nous réveiller à la fin du film? Peut-être, mais en tout cas, on aura l'occasion d'avoir peut-être l'impression d'avoir perdu 50 euros. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Allez, on passe à notre prochain invité. Je vous en prie, Marc Dufournet, on va parler photo avec vous. Vous êtes devenu armé. Voilà. Vous êtes donc photographe professionnel. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine de la photo? Ça a commencé très tôt, je crois. On va dire que ça commence tout petit, puisque mon premier appareil photo, je l'ai eu à l'âge de 8 ans, et à l'époque, ça s'appelait un Instamatic Kodak. Mon père appelait ça une boîte à savon, en fait. C'est une boîte avec un bouton, et on mettait une pellicule de diapo dedans, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai commencé la photo parce que je me suis rendu compte, d'une part, que j'avais peu de mémoire. Un petit souci de micro. Ah, bougez pas. Tenez. Bon, on va faire comme ça. Alors, on disait. Donc, oui, je disais, mon premier appareil photo, je l'ai eu à l'âge de 8 ans, un Instamatic Kodak.
Et donc une boîte dans laquelle il y avait juste un bouton pour appuyer et puis c'était tout. Et j'ai pris goût assez rapidement en fait à cet appareil photo et au fait que je pouvais avec ça documenter ma vie, hein, parce que ça permettait de garder une trace précise de ce que j'avais vécu. Donc j'ai gardé longtemps en fait cet appareil jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai eu l'envie très rapidement de monter en grade. Et donc, j'ai, avec mes premiers salaires, acheté ce qu'on appelait à l'époque un Nikormat, c'est-à-dire un réflexe, en fait, argentique, voilà, avec 2 objectifs. Et j'étais à l'époque à Besançon et je me suis inscrit au club photo de l'université de Besançon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partir sur cette photo. Et donc, après une carrière dans l'éducation nationale, vous avez donc décidé... Principalement, voilà. Vous avez donc décidé de vous lancer dans la photo? En fait, oui, c'est ça. Voilà, je me suis retrouvé à 60 ans, voilà, avec terminé ma carrière avec différents épisodes, puisque j'ai été aussi ingénieur commercial chez Rank Xerox, donc j'ai fait pas mal de métiers différents. Et quand je suis arrivé à Faverges, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et j'avais vu qu'il y avait un club photo, donc le photo Numérica. Je me suis inscrit au club en me disant bah tiens, je vais voir et puis je vais essayer de redémarrer un petit peu la photo, mais sans ambition particulière. Finalement, ça a pris. Et ça a pris parce que j'ai été très bien accueilli dans le club. Voilà, un club dynamique et extrêmement sympathique avec beaucoup de concurrence. Donc on apprend beaucoup de choses, quoi. Voilà. Alors vous avez choisi de vous spécialiser dans les événements et spectacles culturels. Pour quelle raison? Ben, en fait, si vous voulez, moi j'ai travaillé effectivement dans l'éducation toute ma vie, tout en ayant fait des études qui n'avaient rien à voir, puisque j'ai fait une maîtrise de physiologie, pathologie végétale, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte que le fil conducteur, c'était l'être humain. Voilà. Et ce qui m'a toujours passionné, c'est l'être humain. Et la photo, ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les gens, quoi. Voilà. C'est aller à la rencontre. Quelles sont les principales difficultés quand on doit immortaliser une œuvre culturelle? Une œuvre culturelle? Qu'est-ce que vous appelez une œuvre culturelle? Ce que vous faites, des spectacles. Oui, tout à fait. C'est quoi la principale difficulté? La principale difficulté, c'est qu'en fait, c'est de rentrer tout de suite dans l'état d'esprit de celui qui est sur scène. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Quels vont être les éléments les plus importants? Et puis la deuxième, elle est technique, parce qu'effectivement, les conditions lumineuses sont extrêmement mauvaises, hein, il n'y a pratiquement pas de lumière. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai amené l'appareil photo, parce que sans un appareil photo de type professionnel, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette interview « Un photographe passionné ». C'est d'ailleurs le thème de votre exposition qui a été lancée il y a maintenant quelques temps. Votre exposition qui s'appelle « Vivre de sa passion ». Oui. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition? Alors, cette exposition, elle est née un petit peu au hasard, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'étais au Mont-Saint-Michel et j'avais vu que là-bas, il y avait une exposition sur des bâches et je me suis dit, ça, c'est intéressant parce que plutôt que des gens aillent dans un local pour voir une exposition, c'est plus intéressant que l'exposition aille aux gens. Et donc, j'avais ça dans la tête déjà. Et puis, j'ai toujours été passionné par les gens qui, à un moment donné, arrêtent tout pour vivre de leur passion. Voilà. Et donc, je me suis dit, sur Faverges, tiens, je vais voir si ça existe. Et coup de chance, effectivement, il y en a. Et je dirais que pour moi, les sources du lac, le pays de Faverges, c'est une mine d'or. En fait, il y a plein de choses, il suffit d'aller chercher. Et j'ai commencé à rencontrer ces gens au fur et à mesure. Et puis en fait, il est arrivé que j'ai rencontré Bruno Bourda, donc le directeur d'Office de Tourisme. Qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Voilà, et qui m'a dit mais c'est super, il faut y aller, etc. Sans penser que j'allais aller jusqu'au bout de ce projet-là. Voilà. Et en fait, j'ai démarré comme ça avec l'accompagnement de l'Office de Tourisme. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont enchaînées les unes après les autres. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, j'ai défini mon projet. Et puis à un moment donné, je ne pouvais plus reculer, quoi, parce que j'avais pris des engagements envers les gens que j'avais rencontrés. Hein. Si vous voulez, mon travail, c'est pour ça que je mets concepteur et photographe. Dans mon travail, la première des choses que je fais, c'est que je vais passer 1, 2, 3, 4 heures à discuter avec les gens, à leur faire raconter leur vie de manière à ce qu'au bout de ce temps-là, on soit dans une connivence et que je puisse faire le portrait. Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est de faire le portrait. Hein, voilà. Et ça marche tellement bien qu'il va y avoir une deuxième saison? C'est ça, voilà. Je suis en train de terminer la saison 2 avec d'autres personnes de ce même profil. Et cette fois-ci, la première saison, c'était plutôt autour de Faverges. Et là, je suis allé plutôt sur Doussard, La Tuile, etc. Comment vous faites pour les choisir, ces personnes que vous allez mettre en image?
Je dirais que principalement ce sont des coups de cœur. C'est-à-dire en fait je me laisse aller à mon envie. Hein, voilà. J'avais fait une première sélection pour la saison 1. Et puis, par exemple, il y a eu un couple que j'ai rencontré en dernière minute et j'ai dit, mais ceux-là, il me les faut. Ce sont peut-être eux? Non, c'est pas eux, c'est un autre, voilà. C'est Louise et Julien, voilà. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ceux-là, il faut qu'ils soient dans l'exposition. Alors voilà. on voit, ils sont dans leur univers, hein, dans leur univers. Oui, c'est ça. Alors l'idée, en fait, technique, c'est que j'ai fait le portrait donc en noir et blanc. L'idée du portrait, c'était d'avoir les yeux. Donc quand j'ai pris les photos, j'ai interdit aux gens de sourire. Je veux pas une grosse banane, quoi, parce que sinon on voit plus les yeux. Et ensuite, toutes les photos sont faites avec un objectif qu'on appelle le fisheye. Hein, c'est un objectif comme sur les GoPro qui permet de saisir en fait en une seule photo la totalité d'une pièce, qui sont souvent des petites pièces. Voilà. Merci beaucoup, Marc Dufournet. À très bientôt et puis bon courage pour la deuxième saison de votre exposition. Entendu, merci. Merci. À bientôt sur Faveur. Merci, avec plaisir. Allez, on termine cette première partie avec Camille qui est pas de retour, qui est là. Bonsoir Camille. Salut Seb. Alors, un nouvel agenda pour un week-end un petit peu pluvieux, je crois. Hein. Oui, et je rebondis sur les propos de notre invité juste avant. Je serais incapable de faire un portrait pour ma part parce que je ne peux pas ne pas sourire sur une photo et on voit déjà donc difficilement mes yeux. Donc tu ne pourrais pas faire partie des critères de monsieur. Voilà. Alors, on l'a évoqué dans les titres, on va l'évoquer dans le journal, Nuit européenne des musées ce week-end. Oui, exactement. Donc ça a été initié par le ministère de la Culture. Donc la Nuit des musées, ça se déroule chaque année au mois de mai. C'est l'occasion de découvrir le temps d'une soirée gratuitement et souvent de manière un peu plus insolite et festive les richesses des musées de France et d'Europe. Au niveau des informations, vous retrouvez tout sur le site nuitdesmusées.culture.gouv.fr. Il y a un onglet programme avec une carte. Vous n'avez qu'à choisir la ville dans laquelle vous souhaitez visiter un musée. Tout est détaillé, les animations, etc. L'année dernière, j'avais fait une chronique vraiment axée sur la nuit européenne, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, là je vous laisse trouver ce qui vous intéresse. En tout cas, je trouve que c'est une idée de sortie qui sort de l'ordinaire à faire avec vos enfants. Moi, en tout cas, je sais que mes parents m'emmenaient la faire et j'ai découvert plein de choses très très chouettes quand j'étais petite. Donc voilà, une bonne idée pour ce week-end et vu qu'il va apparemment pleuvoir, voilà, ça permettra de passer le temps. Je ne sais pas si tu as prévu d'y aller, toi, Seb. Pourquoi pas? Ouais. Je pense que je peux trouver quelque chose qui me plaît bien. On part en Suisse. Oui, on reste dans le domaine de la culture avec une nouvelle exposition qui a commencé aujourd'hui, qui s'appelle La Fabrique des Contes. Elle a pris place au musée d'ethnographie de Genève jusqu'au mois de janvier prochain. L'expo retranscrit donc des récits traditionnels. 8 contes sont mis en scène dans des théâtres de l'imaginaire. Miroir, illusion d'optique et changement d'échelle permettent de s'immerger véritablement dans l'histoire et de la vivre pleinement. La puissance des contes est immense, on le sait, on s'en sert pour inculquer les valeurs de nos sociétés aux enfants. Chacun est libre aussi d'interpréter les contes à sa manière et d'en tirer différentes leçons. En tout cas, pour aller visiter cette exposition, il faudra payer 9 francs suisses en plein tarif, 6 pour les 18-25 ans et ce sera gratuit pour les moins de 18 ans. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site de la ville de Genève. Le salon du vintage. Voilà, avis aux amateurs de vintage sous toutes ses formes. Le salon du vintage débarque à Annecy ce week-end, samedi et dimanche de 10h à 19h à l'espace rencontre. Plus de 100 exposants seront présents pour vous ravir sur tous les niveaux. Mobilier, décoration, mode luxe, fripe chic, accessoires, vinyle, jeux rétro, bref, tout ce qu'on peut retrouver là-dedans. En plus des stands, vous retrouverez des tas d'animations, des stands tatouage, nail art, coiffure et barbier, make-up un peu pin-up, mais aussi une exposition sur le thème des objets iconiques des années 70 aux années 80. L'entrée est à 5 €. Vous retrouvez plus d'infos sur le Facebook Salon du Vintage Paris, qui organise l'événement un peu partout en France. Et voilà, c'est une véritable chasse au trésor. Moi, j'ai noté des petites choses originales, notamment un stand de bouteilles de parfum collector ou encore de vieilles affiches, tu sais, comme les anciennes cartes de France d'il y a des tas d'années. Donc voilà, pour les collectionneurs, ça peut être une bonne idée sortie. On l'a évoqué tout à l'heure avec mes premiers invités, Odyssea, ce samedi à Chambéry. Oui, j'en parle chaque année, Seb, mais c'est une très belle course pour une très belle cause. Donc Odyssea à Chambéry, c'est demain samedi. Le village ouvre à 9h et les premières animations débutent à 10h. Pour les courses, plusieurs formats sont mis à l'honneur. 2 km enfants et 2 km famille. Sachez que les poussettes sont acceptées. En allure libre, non chronométrée à partir de 15h20. À 16h30, il y aura le parcours des 8 km qui lui est chronométré. Et à 18h, les coureurs du 4 km chronométré et en allure libre prendront le départ. Bien entendu, donc cette manifestation est pour la bonne cause. L'idée, c'est de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Donc une foule de t-shirts roses envahira les rues de Chambéry. Le départ se fait au parc du Vernet,
Et les inscriptions étaient en ligne jusqu'au 13 mai, mais vous pouvez encore vous inscrire sur place dans la limite des dossards disponibles à partir de 9 h demain matin. Il faut compter entre 8 et 20 euros pour une inscription selon les courses et selon votre âge. Et enfin, si jamais vous ratez le coche de Chambéry, sachez que la prochaine manifestation dans la région aura lieu le 7 juillet à Val d'Isère. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site d'Odyssea. La Maxi Rebloche Run. Voilà, alors quelques années que les Rebloche Run existent. Moi, je suis une grande amatrice de ce genre d'événement. C'est à l'initiative de l'enseigne Snow Leader qui invite les coureurs à se regrouper une fois par mois pour une sortie collective, tout en leur permettant de tester des marques de sport et des produits innovants. Pour cette édition du mardi 21 mai, c'est une maxi sortie avec plusieurs marques à tester et plusieurs athlètes accompagnateurs. Plusieurs groupes sont faits, débutants, intermédiaires et confirmés. Dès 18 h, vous êtes attendus devant Snow Leader pour ceux qui souhaitent donc tester les produits. Le départ de la course est donné à 19 h pour environ 1 h, 1 h 30 de course à pied à l'allure du groupe. À la fin de la séance, c'est la récompense avec un apéro bien de chez nous, bière et reblochon. Un événement qui est gratuit et en revanche, il y a un certain nombre de places limitées, donc les inscriptions se font sur le site eventbrite.fr. Marathon commerçant, 0 déchet, je sais que ça te tient à cœur. Voilà, obligé d'en parler. De manière générale à tout le monde. je vous gonfle avec ça tous les jours. Non, voilà, on reste un petit peu dans le paysage annécien avec donc, cette initiative de l'organisation Zero Waste France. Devant l'ampleur de l'implication des bénévoles, l'organisation a fondé des antennes locales situées un petit peu partout en France, notamment à Chambéry et à Annecy. Et du 18 au 26 mai, toutes les antennes se mobilisent pour engager le plus de commerçants possible à accepter les contenants réutilisables des clients. Donc, il faut savoir que chaque année, 100 milliards d'emballages plastiques jetables sont consommés juste en France, générant un gaspillage considérable des ressources. Un geste emblématique et facile à mettre en place, c'est donc de réduire ces déchets, notamment en achetant des produits habituels dans nos propres contenants, bocaux, etc. Donc l'idée de ce marathon, c'est de démarcher les commerçants et de recenser ceux qui sont prêts à faire cet effort. Le jeudi 23 mai, par équipe de 2 à 3 personnes, vous pourrez donc arpenter les rues d'Annecy et proposer l'autocollant de Zero Waste France, donc où c'est marqué « Accepte contenants et boîtes propres » pour les commerçants qui s'inscrivent dans cette démarche. Pour plus de visibilité, quand on est client, ça permet de savoir tout de suite si on va se faire refouler avec nos tube-tube ou pas. Et en tout cas, voilà, rendez-vous place de Courrier à 14 h 45 pour y participer. Et à noter que l'équipe qui aura recensé le plus de commerçants repartira avec un joli cadeau zéro déchet. Donc c'est une belle initiative. Et il y en a déjà pas mal sur Annecy et dans ses alentours. Je trouve que c'est important. Les grands supermarchés s'y mettent aussi. Donc voilà, un effort à faire. Et puis les inscriptions pour ce marathon se font auprès de Zoé au 06 45 88 14 34 ou sur l'adresse mail annecy@zerowastefrance.org. Merci beaucoup Camille pour toutes ces bonnes idées. Merci Seb, bon week-end à tous. Un petit rappel des titres avec Victoria. On parlera de femmes pleines d'ambition. Et oui, grâce à l'association 4S, elles font du sport. Ce sont des femmes atteintes de cancer et elles se sont lancées un défi, rejoindre Venise à vélo et participer à un grand rassemblement de bateaux dans la cité italienne. Et puis une plongée sous les mers avec un portrait. On rencontrera Didier Bovard que Jean-Paul Crespy a rencontré sur les bords du lac Léman. Il nous parlera de sa prochaine expédition au cœur de l'Atlantique. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite.